deuxième session, elle est consacrée à la façon dont l'Afrique fait face au changement climatique. L'Afrique, c'est bien connu, est l'un des continents qui produit le moins de gaz à effet de serre, mais c'est aussi l'un des continents qui subissent le plus durement les conséquences du changement climatique. C'est une question qui est cruciale et qui est traitée dans l'économie africaine 2023 par Marie-Noëlle Wallace, qui est climatologue et qu'on va accueillir avec nous maintenant. Climatologue et qui va pouvoir nous expliquer plusieurs aspects de cette question absolument fondamentale pour le continent africain. Quel est l'impact? Quel est le diagnostic que vous faites? Et nous allons également accueillir M. Sekoussar, allez-y, qui est le directeur de l'ONG Enda Energy, une ONG sénégalaise dont l'objectif est, je cite, d'accompagner les populations dans les processus de transformation orientés vers un développement durable. Mais tout d'abord, avant de vous écouter tous les deux, nous allons visionner une courte vidéo sur le changement climatique et ses effets sur l'Afrique. Partout dans le monde, les impacts du changement climatique sont de plus en plus perceptibles et alarmants. Face à ces bouleversements, comment se situe l'Afrique? Globalement, depuis la fin du 19e siècle, la température moyenne en Afrique a augmenté d'environ 1,4 degrés Celsius. Des perturbations du cycle hydrologique sont aussi observées, avec une tendance à la baisse des précipitations dans certaines régions. Selon le 6e rapport du GIEC, les tendances actuelles vont s'accentuer au cours des prochaines décennies avec plus ou moins d'intensité selon les futures émissions de gaz à effet de serre. Dans un scénario moyen d'émissions, la température médiane en Afrique du Nord augmenterait par exemple de 4 degrés Celsius en été d'ici 2100 par rapport à 1900. Ces changements de température et de précipitation, mais aussi la hausse du niveau marin, auront des conséquences diverses et interdépendantes sur les écosystèmes naturels et les activités humaines. Prenons l'exemple de l'agriculture. Secteur absolument clé en Afrique, il représente environ 20 à 30% du PIB et 80% des emplois. L'évaluation de l'ampleur des impacts sur le secteur agricole est complexe, car les données manquent et les facteurs en jeu sont multiples. Certains facteurs sont directs, comme les événements climatiques extrêmes ou l'impact de la hausse du CO2 atmosphérique sur la physiologie des plantes. D'autres facteurs sont indirects et plus difficilement mesurables, comme la multiplication des nuisibles dans les écosystèmes agricoles ou l'impact concret des températures sur l'état de santé des populations, la capacité de travail des agriculteurs et donc la sécurité alimentaire du continent. Par ailleurs, les activités humaines exercent aussi d'importantes pressions sur les écosystèmes qui peuvent aggraver les difficultés liées au changement climatique. Dans le bassin du Congo, par exemple, la déforestation pour l'agriculture provoque une réduction de la biomasse et des habitats naturels tout en libérant du CO2 sous forme de gaz à effet de serre. L'augmentation des épisodes de sécheresse entraîne une mortalité accrue des arbres et accentue ainsi le phénomène. Face à de potentiels effets en cascade, l'évolution des pratiques est cruciale et nécessite des stratégies concrètes d'adaptation. Dans le cas du Maroc, par exemple, l'agriculture subit un climat de plus en plus aride. Pour accroître la résilience du secteur, un plan national de l'eau a été mis en place avec la construction de barrages pour augmenter les capacités de stockage, l'utilisation de techniques d'irrigation plus économes en eau ou encore des conversions vers l'arboriculture. Même si les impacts du changement climatique continuent de s'accentuer en Afrique, des solutions existent pour les atténuer. Ainsi, qu'il s'agisse de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche ou de l'ensemble des activités humaines, des investissements conséquents dans les technologies de décarbonation et d'aménagement durable seront essentiels pour réduire les pressions anthropiques et ralentir les impacts combinés du changement climatique sans pour autant augmenter les émissions de gaz à effet de serre. Dans un contexte de forte croissance démographique et d'exposition aux aléas climatiques, les défis sont nombreux et urgents à relever pour préserver certaines régions dans les décennies à venir. L'Afrique est aujourd'hui le continent le plus vulnérable au changement climatique, mais il peut aussi devenir un modèle à suivre au niveau global en termes de stratégie d'adaptation.
ne vais pas vous parler d'économie, on va faire un petit peu un pas de côté par rapport aux situations, je dirais, préoccupantes sur le plan économique mondial, pour regarder un petit peu à plus long terme à quoi on peut s'attendre sur l'évolution du climat en Afrique dans les prochaines décennies. Alors le chapitre propose en fait un aperçu assez global, sans être exhaustif, sur les changements qu'on observe déjà et comment ça va évoluer à horizon 2050-2100. Pour redonner peut-être quelques éléments généraux sur le contexte c'est bien entendu le changement climatique global qui est lié aux activités humaines. Comme vous le savez certainement, depuis le début de l'ère industrielle, les activités humaines ont entraîné une augmentation des émissions anthropiques de gaz à effet de serre, CO2, méthane, protoxyde d'azote. Et on atteint actuellement près de 60 gigatonnes de CO2 équivalent par an, dont 64% de CO2 issus des combustibles fossiles. Donc c'est ce qui est illustré sur la figure de gauche, qui vous montre les évolutions de CO2 par source, avec en marron le charbon, en noir le pétrole, en bleu le gaz, et en beige les changements d'usage des sols. Qui dit plus de gaz à effet de serre dans l'atmosphère dit renforcement de l'effet de serre et donc augmentation de la température moyenne globale, telle qu'illustrée sur la figure de droite, qui provient du dernier rapport du GIEC et qui vous montre l'évolution de l'anomalie de température moyenne globale sur les 2000 dernières années, avec, comme vous le voyez, sur le dernier siècle, une augmentation qui sort clairement de la variabilité naturelle sur les 2000 dernières années. C'est même anormal sur une bien plus longue période de temps si on remonte à 10 000 ans ou même au-delà. Donc actuellement, on a déjà atteint plus 1,1 degré de réchauffement global. Cette augmentation des températures n'est pas uniforme, elle est plus marquée aux hautes latitudes de l'hémisphère nord et elle est plus marquée sur les continents que sur les océans, comme illustré sur la figure que vous voyez là. Il n'y a pas que la température qui évolue, c'est vraiment l'ensemble du système climatique qui se trouve bouleversé. Les précipitations, la fréquence et l'intensité des événements météorologiques extrêmes, également la fonte des glaces, la montée du niveau marin moyen global. Donc en Afrique, comme l'a dit la vidéo, on est actuellement à un réchauffement moyen de 1,4 degré. La tendance est en accélération. Du côté des précipitations, c'est assez variable selon les régions. Certaines régions connaissent une aridification, j'y reviendrai, notamment l'Afrique du Nord. D'autres, plutôt une augmentation. Et du côté des événements météorologiques extrêmes, on constate sur l'ensemble du continent une augmentation des extrêmes de chaleur et de leur intensité. Une augmentation des précipitations intenses sur certaines régions, mais souvent on manque de données pour caractériser ces phénomènes, et également une augmentation des sécheresses agricoles sévères sur un certain nombre de régions, notamment l'Afrique du Nord. Donc ces impacts, comme dans de nombreuses autres régions du monde, sont de plus en plus perceptibles et risquent de s'accentuer dans les prochaines décennies. Alors dans ce contexte, c'est peut-être c'est devenu presque un lieu commun en fait de rappeler que l'Afrique, à ce jour, a une faible contribution actuelle et historique aux émissions de gaz à effet de serre. Ça part dans les émissions historiques cumulées de CO2 et de seulement 7% entre 1850 et 2019. C'est ce que vous montre la figure de gauche. Vous voyez également que sur ces 7%, en fait, l'essentiel provient des changements d'usage des sols. Enfin, usage des sols et changements d'usage des sols, notamment la déforestation. Donc c'est vraiment un paramètre essentiel à prendre en compte quand on regarde les émissions du continent. Et ça part dans les émissions actuelles, donc en 2019, tout gaz à effet de serre confondu est de 9%. C'est ce que vous montre la figure de gauche, donc ce sont les émissions par grande région du monde en 2019, et vous voyez que l'Afrique est un petit peu au-dessus de l'Asie du Sud, et là encore avec en fait une part assez importante des émissions, donc c'est en orange, les émissions qui viennent de l'usage des sols et changements d'usage des sols, et en gris c'est la part qui vient des gaz à effet de serre autres que le CO2, donc notamment le méthane. Les émissions moyennes de gaz à effet de serre par personne sont également en moyenne très faibles. On est à l'échelle du continent, la moyenne est de 3,9 tonnes de CO2 équivalent par personne et par an, mais on a toutefois des contrastes assez importants entre les pays. On a par exemple 6 pays comme l'Algérie, la Libye, qui sont à plus de 6 tonnes de CO2 équivalent par personne et par an. Alors, à quoi faut-il s'attendre dans les prochaines décennies ? L'évolution du climat mondial et donc du climat en Afrique va dépendre bien entendu de ce qui se passe à l'échelle globale en termes d'émissions de gaz à effet de serre et de la sensibilité du système climatique à ces émissions. Donc dans le dernier rapport du GIEC, qui est paru en 2020 et 2022,
on a en fait 5 grands scénarios d'émissions de gaz à effet de serre qui sont étudiés, qui vont du plus optimiste, en bleu clair, où on a une baisse drastique des émissions et même des émissions négatives dans la seconde moitié du XXIe siècle, à un scénario, je dirais, pessimiste, où on a une augmentation continue et massive des émissions globales. Quand on regarde en utilisant des modèles numériques du climat, les conséquences de ces scénarios, on obtient donc une augmentation de température moyenne globale à la fin du siècle qui est entre 2 degrés et 5 degrés, selon les scénarios considérés. C'est la figure de droite. Donc les perspectives sont que le fameux seuil des 1,5 degrés, qui est dans l'accord de Paris, risque d'être atteint en fait assez rapidement dès la décennie 2030. Les engagements actuels des États, pour autant qu'ils soient respectés, donc c'est des engagements à horizon 2030, si on les prolonge à horizon 2100, on arriverait à plus 2,8 degrés en 2100. Et si on regarde les politiques concrètes qui sont actuellement mises en œuvre, on est plutôt sur une trajectoire, si on la prolonge, à plus 3,2 degrés en 2100, ce qui correspond vraiment à un bouleversement climatique absolument majeur. Alors, quels vont être les impacts en Afrique? Donc, je n'ai bien sûr pas le temps d'être exhaustive. Je voudrais m'attacher à 4 aspects: la biodiversité, la question des chaleurs extrêmes, des ressources en eau et de la montée du niveau marin. Alors la question des impacts sur la biodiversité est en quelque sorte résumée sur cette diapositive qui vient du dernier rapport du GIEC et qui vous montre, dans un monde à plus 1,5 degré ou dans un monde à plus 3 degrés, la proportion d'espèces dans un lieu donné pour lesquelles les conditions climatiques auxquelles elles sont soumises ne leur permettront pas de subsister. C'est-à-dire qu'on regarde les conditions de température, de précipitation auxquelles elles sont dans leur niche écologique, et on constate que dans un monde à plus 1,5 degré, on a déjà de larges proportions du continent, notamment dans le sud de l'Afrique, où on a entre 25 et 50% des espèces qui en fait ne pourront pas se maintenir là où elles sont présentes actuellement. Dans un monde à plus 3 degrés, les tendances se renforcent, on a l'essentiel du continent où on tombe dans la gamme 25-50%, et puis de larges zones, notamment dans le sud, mais aussi, Sahara, il y a peut-être moins de biodiversité qu'ailleurs, mais également Afrique du Nord, où on dépasse les 50%. Donc ça, c'est des travaux qui sont issus de modélisation et qui ne prennent pas en compte les interactions entre les espèces. Donc a priori, ça ne prend pas en compte ni les migrations, ni le fait que, par exemple, si on perd une espèce habitat, on a des effets en cascade sur d'autres espèces. Donc c'est des chiffres qui sont probablement sous-estimés. Alors du côté de la question des chaleurs extrêmes, donc on voit déjà, et partout dans le monde, pas uniquement en Afrique, une augmentation de la fréquence et de l'intensité des épisodes de très forte chaleur, de canicules, de vagues de chaleur. Plus le monde se réchauffera, plus ces tendances vont s'accentuer. Mais notamment aux basses latitudes, dans les zones tropicales, il ne faut pas regarder que la température, puisque ce qui est important en termes de température ressentie, quand on a de l'air, quand on a une certaine humidité de l'air, plus l'air est humide, plus notre capacité à nous refroidir et à réguler notre température corporelle par la transpiration diminue. Et donc les variables à regarder, c'est la combinaison température-humidité. Et les 4 cartes que vous avez là vous montrent en fait l'évolution du nombre de jours par an où on a des conditions de température et d'humidité qui font rentrer dans des conditions de chaleur à risque, voire à très fort risque pour les êtres humains. Alors ça ne veut pas forcément dire que quand on tombe dans ces conditions-là, tout le monde meurt. Ça veut dire qu'on rentre dans une zone à risque et que les personnes fragiles, notamment très jeunes enfants ou personnes âgées ou personnes qui sont malades ou personnes qui travaillent en extérieur avec une activité physique intense, peuvent avoir des troubles de santé assez importants, voire dans le pire des cas, ça peut amener au coup de chaleur et au décès. Et vous voyez que plus le monde se réchauffe, plus, notamment dans la zone tropicale, en fait, ces jours à conditions extrêmes étaient assez rares historiquement, moins de 50 jours par an, et en fait deviennent de plus en plus fréquents, et dans le pire des scénarios, un monde à plus de 4 degrés en fait deviendrait la norme. En Afrique de l'Ouest, on pourrait comme ça passer de moins de 50 jours par an à, dans un monde à plus 4,4 degrés, 250-300 jours par an. Donc il y a vraiment des risques pour la santé humaine.
Et ce qui est vrai pour les humains l'est aussi dans une certaine mesure pour les animaux, notamment les animaux d'élevage, même si les seuils de tolérance à la chaleur varient selon les espèces. Là, vous avez 2 cartes qui vous montrent, pareil, l'évolution de nombre de jours par an qui correspondent à des situations de stress thermique pour le bétail. Et vous voyez que, pareil, dans un monde qui se réchauffe, donc en jaune, c'est plus de 300 jours par an. On a de larges portions de l'Afrique, et notamment Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, où on passe à plusieurs centaines de jours par an. Et en Afrique de l'Ouest, donc ça peut être un problème assez important dans une zone où le pastoralisme a vraiment un rôle socio-économique majeur. Autre élément, donc la question des ressources en eau. Je vous ai dit que les tendances étaient assez variables selon les régions. Quand on regarde les projections climatiques, ici vous avez 2 cartes qui vous montrent les probabilités d'occurrence d'une année avec sécheresse extrême. Et ce qu'on voit ressortir, avec une tendance qui s'accentue avec le niveau de réchauffement global, c'est notamment l'Afrique du Nord et l'Afrique du Sud, où dans un monde à plus de degrés, on a déjà un risque de sécheresse extrême qui est augmenté entre 50 et 150%. Dans un monde, le pire des scénarios, à 4 degrés, on passe à plus de 200% d'augmentation. Si on zoome par exemple sur le Maroc, donc le Maroc est clairement déjà en train de s'aridifier. On a eu une baisse de précipitations de l'ordre de moins 25% entre 1960 et 2018 et une nette augmentation de la fréquence des sécheresses. On est passé à 1 tous les 10 ans en moyenne sur le XXe siècle à quasiment 1 tous les 2 ans sur la dernière décennie. Actuellement, les ressources en eau renouvelable par personne sont estimées à 600 m3 par personne et par an. Donc on n'est pas très loin du seuil de pénurie qui est fixé à 500 m3 par personne et par an. Et les perspectives à horizon 2050 sont assez inquiétantes, puisque si on combine la hausse de la population, qui est projetée à plus de 20%, et la baisse des ressources en eau à cause du changement climatique, qui pourrait atteindre 30%, on tombe à 350 m3 par personne et par an. Alors, le pays est bien conscient du problème. Comme vous l'a dit la vidéo, il y a un plan national de l'eau très ambitieux qui est envisagé, avec des nouveaux barrages, mettre en place des techniques d'irrigation économe en eau, avoir recours au dessalement. Néanmoins, il y a un vrai risque et une vraie inquiétude sur le fait que qu'on puisse vraiment répondre à l'échelle à ces perspectives. La figure ici vous montre en fait l'évolution du taux de remplissage des barrages au Maroc entre 2018 et 2022. Et vous voyez qu'on est passé en fait de 60% à seulement 25% cette année. Ce qui veut dire que construire des nouveaux barrages, c'est très bien, ou pas, ça dépend du contexte, mais encore faut-il qu'ils puissent être remplis. Donc ce n'est pas forcément la panacée pour répondre à des problèmes de ressources en eau. Dernier point que je voudrais aborder, la question de la montée du niveau marin. Donc on a déjà, à cause du réchauffement climatique, donc la dilatation thermique des océans et la fonte des glaces, le niveau marin moyen global a déjà augmenté d'une vingtaine de centimètres depuis 1900. Les perspectives à horizon 2100, selon les scénarios climatiques, ce serait une hausse supplémentaire de 30 à 70 cm, avec un point d'interrogation sur le fait que ça puisse aller nettement plus haut, plus d'1,50 m en 2100, si jamais les calottes polaires se déstabilisaient plus rapidement qu'anticipé. C'est quelque chose qui actuellement est estimé peu probable, mais pas exclu, et les calottes en question, donc Groenland et Antarctique, sont surveillées, je dirais, comme le lait sur le feu. Alors, qui dit montée du niveau marin, dit bien sûr une exposition pour les populations qui vivent en zone côtière à faible élévation. La carte de droite vous montre, donc les différentes couleurs vous montrent en fait dans chaque pays le nombre de personnes qui vivent en zone côtière à moins de 2 mètres au-dessus du niveau marin. Donc on a quand même un certain nombre de pays, notamment en Afrique de l'Ouest, mais également le Mozambique, où on a entre 500 000 et 2 millions de personnes dans cette situation, donc ils sont a priori exposés à la montée du niveau marin. Et puis on a 2 pays qui sont peut-être un peu les points chauds, qui sont l'Égypte et le Nigeria, à cause notamment pour l'Égypte le delta du Nil, très peuplé, et le Nigeria, donc le delta du Niger, et puis surtout la mégapole de Lagos. Alors, la montée du niveau marin n'est pas le seul problème par rapport à l'exposition des populations. La question de l'érosion a été évoquée tout à l'heure. Il y a, notamment en Afrique de l'Ouest, par exemple, on a des taux d'érosion observés actuellement qui vont de 1 à 15 mètres par an dans certains pays. Alors la montée du niveau marin actuellement, c'est 3,7 mm par an. C'est pas ça qui crée les 15 mètres d'érosion par an observés dans certains endroits. En général, c'est plutôt des modifications de la dynamique sédimentaire à cause des aménagements en zone côtière.
L'autre point qui est assez important et qui est sous-étudié en Afrique, comme dans pas mal d'autres endroits, c'est la question des mouvements du sol lui-même, puisque dans certaines régions, et c'est le cas à Lagos ou dans le delta du Nil, en fait, le sol lui-même s'enfonce. Entre 2 à 87 mm par an à Lagos, entre 12 à 20 mm par an dans le delta du Nil. Souvent à cause du pompage de l'eau dans les nappes phréatiques ou du poids des constructions. L'exemple un peu emblématique de ça à l'échelle mondiale, c'est Jakarta. Et donc vous voyez qu'on peut avoir en fait des vitesses d'enfoncement du sol qui sont même supérieures à la montée du niveau marin global, en tout cas pour l'instant. Et ce qui importe pour les populations, c'est vraiment la combinaison des deux. À titre d'illustration, peut-être un petit focus sur le delta du Nil. Ces deux cartes vous montrent les zones en rouge correspondent aux zones du delta qui passent sous le niveau de la mer dans deux scénarios d'élévation du niveau marin, donc plus 20 cm à gauche et plus 80 cm à droite. Donc 80 cm, c'est assez vraisemblablement ce qu'on va avoir en 2100. Et vous voyez qu'on a notamment les zones de Port Saïd et Alexandrie qui sont assez directement exposées. Ces projections-là ne prenant pas en compte les mouvements du sol, notamment l'affaissement qu'on appelle la subsidence. Voilà, donc en conclusion, on va avoir dans les prochaines décennies une amplification des impacts climatiques qui sont déjà observés en fonction du niveau de réchauffement global, ce qui veut dire qu'on va avoir des besoins d'adaptation croissants et les flux financiers actuels pour l'adaptation sont très en deçà des besoins. Donc le changement climatique va exercer une pression croissante, mais pour autant, il ne faut pas omettre ou sous-estimer les pressions anthropiques locales. J'ai mentionné la subsidence, mais la vidéo l'évoquait, c'est le cas aussi sur les pressions sur la biodiversité, qui peuvent être, en tout cas pour l'instant, ça peut changer au fur et à mesure que le changement climatique s'amplifie, elles peuvent avoir des impacts comparables à supérieurs à ceux du changement climatique. Et donc réduire ces pressions locales va être un levier incontournable de l'adaptation au changement climatique pour ralentir les effets combinés et gagner du temps nécessaire à la mise en place de stratégies d'adaptation de long terme. Et bien sûr, l'autre point que je n'ai pas évoqué, c'est que pour l'instant, l'Afrique est très faiblement émettrice, mais je ne vous apprends rien sur le fait qu'il y a des besoins socio-économiques absolument immenses. Et donc le défi est d'arriver à combiner adaptation au changement climatique, développement socio-économique et humain durable, sans pour autant accroître les émissions de gaz à effet de serre, et que l'Afrique ne suive pas une trajectoire, je dirais, à la chinoise, avec certes un décollage économique, mais des émissions de gaz à effet de serre absolument considérables. Merci beaucoup Marie-Noëlle pour ce tableau assez sombre que vous avez dépeint. Sékou Sarr, est-ce que vous allez pouvoir nous rendre un peu d'espoir en parlant de ce que fait notamment Enda Energy, l'ONG dont vous êtes le directeur, qui est active au Sénégal et dans 27 autres pays. Quelles sont les solutions, s'il y en a, et est-il possible, comme le disait Marie-Noëlle, de combiner à la fois réponse au changement climatique et d'éviter une pollution majeure et une production de gaz à effet de serre colossale côté africain? Merci. D'abord, je voudrais remercier l'AFD pour l'invitation à prendre part à cet important événement. C'est tout un honneur pour moi. Mais également féliciter Marie-Noëlle pour le travail très fouillé qui a été fait et une excellente présentation aussi par rapport au changement climatique dans le contexte africain. Parce que comme on le dit, l'Afrique n'émet pas énormément de gaz à effet de serre, c'est très réduit, mais elle subit beaucoup plus les impacts de ces changements climatiques. Et l'action aujourd'hui, parce que ce que vous avez donné comme indication montre aujourd'hui qu'il y a de l'urgence dans l'action. Et cette urgence dans l'action pour une organisation comme Enda Kermon, on s'est lancé sur ces urgences pour voir comment développer au niveau local justement des solutions d'adaptation à l'échelle communautaire. Et par des évidences, montrer aussi aux États les possibilités pour pouvoir faire des changements d'échelle
et renforcer justement la lutte contre les changements climatiques, notamment ses effets. Je crois que vous l'avez si bien dit, le tableau est, est très sombre, ça c'est sûr. Et Enda Energy, comme vous l'avez évoqué au départ, nous sommes une ONG basée au Sénégal, mais membre du réseau international Enda Chairman. Et dans ce réseau, on est spécialisé sur les questions d'énergie et de changement climatique. Le travail qu'on fait au niveau des différents pays africains, parce qu'on n'intervient pas uniquement au Sénégal, mais on intervient dans plusieurs pays africains, que ce soit sur les questions d'adaptation au changement climatique avec des options, des solutions locales, mais que ce soit aussi sur les questions de transfert de technologie. Les transferts de technologie climatique, c'est une action qu'on est en train de mener depuis une dizaine d'années pour accompagner justement les pays africains dans l'élaboration des plans d'action en matière de transfert de technologie climatique. Et ça, c'est assez important parce que quand on analyse les solutions, on se rend compte que la base de ces solutions renvoie à des technologies. Que ce soit des technologies modernes, mais aussi des technologies endogènes. Parce qu'il y a un savoir-faire local qu'on a tendance à minimiser et qui, du point de vue des options, montre qu'il y a des possibilités de changer d'échelle pour ces connaissances endogènes et qui ne coûtent pas trop cher et facile d'appropriation parce que ça vient au niveau local et qui arrive à résoudre des problèmes. Donc, nous, c'est le débat qu'on est en train de mettre en avant pour voir comment ces solutions climatiques locales endogènes pourraient être intégrées dans les plans d'action de transfert des technologies climatiques. Ça, c'est une action que Enda est en train de mener avec beaucoup de partenaires au niveau de l'Afrique. Une autre orientation qu'on a aussi, et j'ai bien aimé une de tes propositions en parlant d'adaptation à l'échelle locale pour permettre aux communautés locales d'avoir le temps d'agir en urgence par rapport aux effets pervers des changements climatiques, tout en attendant les stratégies de long terme. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, beaucoup de pays se lancent dans l'élaboration des stratégies de long terme en matière de sobriété carbone et de résilience. C'est un travail aussi qu'on est en train d'accompagner dans les pays africains en prenant l'exemple du Sénégal. On vient de lancer un travail de co-construction, une initiative de co-construction d'une stratégie de long terme, sobre en carbone et résilient au changement climatique. Une manière de combiner à la fois les questions de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, mais aussi le développement économique et social. Et c'est ça, pour nous, le pilier sur lequel on doit travailler. Et dans cette initiative de construction de cette stratégie de long terme, on a identifié 4 transitions qui sont importantes. La transition énergétique, j'aurai le temps, peut-être, on aura le temps de revenir sur cette question-là, mais aussi la transition urbaine, la transition agroécologique dans l'usage des terres et des sols, mais aussi la transition industrielle, parce que c'est un aspect aussi important quand on aborde la problématique des changements climatiques. Donc c'est pour montrer aussi que tout en travaillant sur les options urgentes d'adaptation à l'échelle communautaire, il faut aussi s'inscrire sur cette stratégie de long terme qui permettrait, avec un travail scientifique et un travail multi-acteurs, de définir des trajectoires pour les pays, pour éviter justement que les gens se disent oui, l'adaptation c'est aussi important pour l'Afrique, mais comme au niveau mondial, on parle des contributions déterminées au niveau national, c'est-à-dire les CDN des pays, et ce qui constitue les politiques climatiques. Donc pour nous, en termes d'orientation, on cherche justement à se dire que oui, si on négocie sur les changements climatiques, c'est l'affaire des États. Mais l'action, c'est au niveau des territoires.
Et c'est ce qui fait qu'on met en avant cette question de territorialisation des contributions déterminées au niveau national, qui a l'avantage de parler à la fois des options d'adaptation, mais aussi des options d'atténuation. Donc, c'est des choses sur lesquelles on met l'accent, tel que vous l'avez abordé, pour pouvoir arriver à quelques solutions. Un autre aspect aussi qui est très important dans la démarche, c'est justement les questions d'éducation, notamment l'éducation environnementale, parce qu'il faut qu'on prépare les prochaines générations par rapport aux effets des changements climatiques. Et on est en train de travailler sur cette initiative régionale, une initiative africaine d'éducation au changement climatique en partenariat avec l'Office pour l'éducation au changement climatique. Tout ça, c'est des actions à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle locale. Et en termes de message, ce qui est important, c'est de dire qu'il n'y a pas une solution unique, universelle, pour répondre aux préoccupations. Tout dépend des spécificités des pays. Et je crois que peut-être que, je ne sais pas si le temps peut le permettre, mais il y a quand même beaucoup de choses que vous avez déjà évoquées et sur lesquelles les organisations de la société civile, les acteurs non étatiques beaucoup plus globalement, aux côtés des États, sont en train de faire des efforts pour justement atténuer les effets des changements climatiques. Ce qui pose problème et qui constitue mon dernier mot, c'est justement le problème des finances. Le financement climatique. Si on aborde la problématique sous l'angle des territoires, ce qui reste, c'est de voir comment les collectivités territoriales pourraient justement disposer de mécanismes de financement assez flexibles et rapides pour pouvoir permettre des actions très concrètes et transformationnelles sur le terrain. Merci beaucoup Sékou Sarr. Nous allons maintenant prendre quelques questions dans la salle, sachant qu'on a aussi reçu beaucoup de très bonnes questions sur Internet. Monsieur, donc, des questions courtes s'il vous plaît pour qu'on puisse avoir le temps d'avoir les réponses. Mokadem Abderrahman, étudiant marocain, alternant chargé de financement international chez Vinci Construction Grand Projet. Donc je vous remercie pour votre présentation. Vous avez parlé du réchauffement climatique et du Maroc, qui est un pays très menacé par la sécheresse et le changement climatique. On a vu le plan qui a été mis en place par le pays et les avancements qui ont été faits sur ce sujet. Ma question est adressée à l'AFD. Comment l'AFD se note ce plan et comment il se positionne en matière de financement de projets? Merci. Alors, je ne sais pas si j'ai des collègues dans la salle qui voudraient répondre. Je vais être obligée de botter en touche, puisque moi, je m'occupe essentiellement de travaux de recherche. On a mené notamment un travail de recherche sur les impacts du changement climatique au Maroc via le secteur agricole, sur le plan macroéconomique, et de regarder justement quels étaient les gains en termes de PIB qu'on pouvait espérer avec le plan d'adaptation. J'avoue qu'en termes de notation du plan national de l'eau et des financements de projets, là, c'est plutôt d'autres départements qui s'en occupent. Donc, je ne sais pas s'il y a des collègues du département Afrique qui veulent réagir. Mais... Oui, merci. Merci pour votre question. C'est une question vraiment très très spécifique. Je propose qu'on la traite avec les collègues qui sont en charge du Maroc spécifiquement sur ce sujet pour vous éclairer. Mais là, c'est un petit peu spécifique. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? Alors, sinon, nous avons reçu beaucoup de bonnes questions sur Internet, des questions très intéressantes, notamment celle-ci. Quelle place pour l'agroécologie en termes de solutions au niveau de la double problématique sécurité et souveraineté alimentaire et réchauffement climatique? Alors, c'est beaucoup dire, mais peut-être. C'est quoi ça? Oui, comment... Ça marche. Ça marche? Ça marche, ouais. Oui, ok. La question de l'agroécologie, c'est une question assez importante parce que l'agroécologie, si on voudrait l'aborder sous l'angle des changements climatiques, c'est de la considérer comme une grande option d'adaptation au changement climatique. Dans certains pays, cette dynamique est lancée. Au Sénégal, par exemple, on a lancé la DITAES,
l'a détaillé, c'est une dynamique pour la promotion de l'agroécologie, compte tenu justement de ses effets positifs sur la productivité agricole pour répondre à la problématique de la sécurité alimentaire. Mais pour insister sur cette question-là, parce que l'agroécologie, peut-être ça renforce les questions de sécurité alimentaire, ça renforce la productivité agricole, mais ce qu'on doit faire de plus aussi par rapport à la question de la sécurité alimentaire, c'est de voir comment assurer la gestion des pertes post-récolte. Parce que c'est une des problématiques qui cause justement l'insécurité alimentaire dans nos pays. Parfois, on arrive, et c'est ça le problème des politiques, les politiques mettent l'accent sur l'amélioration de la productivité agricole pour davantage produire. Mais quand on produit et on perd 30% de la production, ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire et c'est l'énergie qui constitue la solution pour permettre justement d'aller vers la conservation des produits halieutiques, des produits agricoles. Par exemple, si je prends l'exemple du Sénégal, l'année dernière, il y a eu plus de 30% des pertes en matière de production d'oignons au Sénégal. 30%. Donc, si on pouvait assurer la conservation, ça aurait renforcé davantage aussi la génération de revenus pour les agriculteurs. Donc, je crois que c'est une problématique qu'on doit pouvoir prendre au sérieux quand on parle de sécurité alimentaire. Une autre question qui part d'un constat, l'Afrique dispose d'énormes ressources en énergie renouvelable faciles à exploiter, mais le coût des équipements importés est exorbitant en Afrique. Des entreprises de montage d'éoliennes et de panneaux photovoltaïques en Afrique seraient-elles une solution au changement climatique? Oui, actuellement d'ailleurs, on est en train de faire le débat sur les questions de transition énergétique juste. Et quand on aborde la problématique de la transition énergétique, on est en train de déconstruire un concept. C'est le concept de la sécurité énergétique. Parce que ce concept de sécurité énergétique, aujourd'hui, la guerre de l'Ukraine montre que, au lieu de parler de sécurité énergétique, il faut parler de souveraineté énergétique. En Afrique, la plupart on dispose du soleil, on dispose de l'éolienne, on dispose de l'hydroélectricité, etc., etc. Donc, le contexte africain doit pouvoir parler aujourd'hui de souveraineté énergétique plus que de sécurité énergétique. Et c'est là où, justement, il y a beaucoup d'options qu'on doit pouvoir envisager, que ce soit le solaire, que ce soit les éoliennes, que ce soit tous ces types de technologies. Maintenant, ce qu'il y a à prendre en considération, c'est aussi la qualité des équipements, mais aussi les possibilités d'industrialisation au niveau de l'Afrique pour rapprocher la production de ces équipements au niveau local, et c'est tout à fait possible. Une autre question qui est d'ordre plus général et que vous avez évoqué aussi, c'est comment comprendre ce paradoxe entre la faible émission des gaz à effet de serre par l'Afrique et cette difficulté à capter et à mobiliser les financements internationaux pour tenter de faire face aux impacts des changements climatiques. Alors c'est une question encore une fois qui peut-être n'est pas directement de votre ressort, Marie-Noëlle. Je pense que mon collègue l'a assez bien évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire que effectivement l'Afrique est à la fois très exposée aux impacts du changement climatique, comme je dirais la plupart des pays du Sud au sens socio-économique du terme, et pour autant les investisseurs cherchent. Il y a une boucle de renforcement positive, c'est-à-dire que plus un pays a de difficultés, moins les investisseurs vont être appétents à aller mettre leur financement dans ces pays-là. Et donc on a une espèce de boucle de rétroaction négative qui s'enclenche. Voilà, je sais pas très bien quels sont les mécanismes financiers à mettre pour inverser cette boucle. Et là, c'est peut-être aussi, je m'avance peut-être un peu, mais le rôle des banques de développement, là où des investisseurs privés n'ont pas envie d'aller à cause du risque, que les banques de développement aient une approche un peu pas contracyclique, mais justement qui peut servir d'amorce et faire levier sur ensuite d'autres financements. Je ne sais
pas si ça répond. Si ça renvoie à la question de la justice climatique. Parce qu'on n'aimait pas et on subit les conséquences. Quand il faut parler d'options d'adaptation pour justement permettre aux communautés de pouvoir faire face aux effets des changements climatiques, les difficultés sont là parce que les engagements que les pays qui ont causé davantage ces changements climatiques, ces engagements ne sont jamais respectés à l'échelle mondiale. Donc, à mon sens, ce qu'il faudrait faire, c'est d'abord renforcer cette solidarité inter-États et voir comment, au-delà des mécanismes de financement liés des mécanismes de financement comme le Fonds vert climat, le fonds d'adaptation au changement climatique, tout ça existe. Mais en réalité, et c'est là la difficulté majeure, les collectivités locales, là où on attend l'action le plus, n'ont pas cette facilité pour pouvoir mobiliser ces financements. Et je crois que ce n'est pas uniquement une question de banque de développement, parce que les banques de développement aussi demandent beaucoup de garanties. Si ce n'est pas les banques de développement, etc., on peut parler aussi des institutions de microfinance. Or, pour les institutions de microfinance aussi, non seulement il y a les problèmes de garantie, mais les taux sont très élevés. Donc, c'est pour dire qu'il y a vraiment de la solidarité à mettre en avant pour résoudre pour au moins faire face, renforcer les communautés à faire face aux aspects changement climatique. C'est le nœud de la guerre. Une question sur le reboisement qui nous vient d'un internaute qui demande quel modèle de politique publique peut-on mettre en place pour réussir un bon reboisement dans les villes en Afrique où il y a un manque considérable d'arbres, ce qui pourrait donc diminuer le réchauffement climatique qui gagne du terrain d'année en année. Est-ce que vous avez pu avoir des éléments là-dessus sur est-ce que le reboisement est un objectif aujourd'hui? Alors, c'est des questions... C'est des questions, je dirais, qui sont très embarrassantes pour moi parce que je suis climatologue. Donc, je dirais que mon métier, c'est plutôt de poser les diagnostics sur les risques et l'exposition aux risques plus que sur les aspects techniques des solutions. Effectivement, je pense que notamment par rapport à la question des chaleurs extrêmes, la question des arbres, alors il faudrait regarder géographie par géographie, parce que pour faire pousser des arbres, il faut qu'il y ait de l'eau pour ça. On ne peut pas forcément planter des arbres partout, il faut déjà que le climat soit adapté, mais c'est effectivement une option d'adaptation qui est importante à la fois par rapport à la chaleur et à la fois par rapport à la question des ressources en eau. Puisque c'est quelque chose que j'ai pas évoqué, mais le climat influe sur la végétation, mais la végétation influe sur le climat. Et notamment, le fait de couper des arbres, on change à grande échelle, on peut changer complètement les flux d'évaporation et en fait modifier le climat local et par exemple, dans certains cas, amplifier significativement l'aridification. Ça a des impacts également sur la façon dont l'eau pénètre dans le sol, sur la résistance des sols à l'érosion. J'évoquais le Maroc tout à l'heure. Il y a un problème que je n'ai pas évoqué, c'est qu'il y a un certain nombre de grands barrages qui s'envasent assez rapidement. Et donc, qui dit envasement dit perte de capacité de stockage. Et c'est lié notamment au déboisement sur les pentes, où le sol se retrouve plus ou moins à nu, et où donc les sédiments partent et vont s'accumuler dans les barrages. Donc cette question des interactions entre climat et nature et végétation notamment est vraiment cruciale et il faut vraiment réussir à articuler les deux et ça va bien au-delà de la question du climat. Une question sans doute pour vous, Sékou, c'était une question de quelqu'un qui vous remerciait de parler de la question de l'éducation des jeunes générations à l'urgence climatique et il voulait en savoir un petit peu plus sur les initiatives qui sont menées pour cela. Oui, il y a une initiative africaine qui est lancée récemment pour le Sénégal, le Kenya et l'île Maurice, en partenariat avec l'OCE ici à Paris. Et qui vise justement 150 écoles du primaire et secondaire pour déjà éveiller les consciences des jeunes, pour les préparer par rapport à ces effets des changements climatiques, pour que les gens maîtrisent, étant très jeunes, maîtrisent les aspects des changements climatiques. Et la perspective, c'est de voir la possibilité d'insérer ça dans les curricula, pour que ça soit pris en compte au niveau
des politiques d'éducation dans les 3 pays. Et ça sert uniquement de phase pilote. Mais il est envisagé de l'étendre aussi dans d'autres pays. Peut-être pour réagir par rapport à ça, je pense effectivement l'éducation au changement climatique et plus généralement aussi aux questions environnementales, biodiversité est absolument essentielle. Et on a un programme de recherche à l'AFD qui va bientôt démarrer pour essayer de regarder quels sont quand les populations, et notamment les jeunes, ont eu une éducation aux questions de changement climatique, comment est-ce que ça se traduit ou pas derrière sur les comportements, que ce soit pour eux ou au sein de leur famille, sur les choix professionnels, et de voir en fait qu'est-ce qui marche pas, et si ça marche pas, pourquoi. Est-ce que c'est un problème? Par exemple, je pense à une étude, alors là je repasse côté français, mais il y a une étude de l'ADEME par exemple qui a montré qu'en France, globalement, les jeunes sont très informés des questions climat-environnementales, ils sont globalement assez inquiets. Pour autant, quand on regarde leur comportement par rapport à la population moyenne, en fait, c'est pas très différent. Hormis marginalement, ils marchent plus, ils prennent un peu plus les transports en commun, mais finalement, il n'y a pas de... encore une fois, il y en a qui sont très je dirais, plus engagés, mais en regardant la population globale, oui, ils sont conscients, mais ça ne se traduit pas dans les comportements. Et une des raisons, c'est peut-être qu'au-delà d'être conscient des problèmes, il faut avoir les possibilités au sein d'une société de changer. Et on sait tous qu'il y a des situations où en fait on n'a pas le choix, on est pris dans des conditions socio-économiques qui nous bloquent, et ça va être des choses intéressantes, et je pense que l'Afrique ne fait pas exception. L'éducation est une chose, mais derrière, il faut offrir la possibilité aux gens de faire autrement. On évoquait par exemple, juste avant ce plateau, la question du lien entre déforestation et cuisson des aliments. Donc j'ai évoqué le lien déforestation-agriculture, mais il y a une grosse déforestation pour la cuisson. Et les gens, il faut quand même qu'ils cuisent leurs aliments. Et donc, si on ne leur offre pas d'autres possibilités, vous voudrez peut-être réagir dessus, mais ils n'ont pas le choix. Et donc, c'est très important d'offrir effectivement des alternatives. Oui, je crois que c'est un aspect important qu'on avait évoqué ensemble, parce que dans le papier, la déforestation, vous l'avez abordé uniquement sous l'angle de l'agriculture. Donc, c'est vrai que j'aurais dû évoquer d'autres aspects. Et moi, je considère que ça pourrait être utile, parce que quand on prend les bilans énergétiques des pays, par exemple des pays sahéliens, pour la plupart, 80% des consommations énergétiques sont satisfaits par la biomasse, ce qui fait une pression énorme sur le couvert forestier. Et c'est pour cela, à chaque fois, on attire l'attention, parce que la transition énergétique ne doit pas être abordée uniquement sous l'angle de la production d'électricité, mais aussi sur la cuisson, pour justement trouver une diversité de technologies pour faire de la cuisson propre. Il y a des initiatives qui sont déjà lancées dans ce sens-là, et qui constituent des options aussi d'adaptation, mais aussi d'atténuation. C'est ce qu'on pourrait appeler souvent les options à co-bénéfice, adaptation et atténuation. Merci beaucoup à tous les deux. Il y aurait encore beaucoup de questions à poser, mais malheureusement, le temps nous est compté. Alors, je rassure certaines des personnes qui nous ont posé des questions sur Internet. Certaines de leurs questions trouveront leurs réponses dans cet ouvrage que je vais vous montrer une fois de plus, L'économie africaine 2023.